Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Les habitants du quartier Mengesari dans la commune de Sonfonia ont vu leur peur devenir une réalité. Ils ont alerté, interpellé, mais leur appel est resté sans réponse. Et voilà une inondation qui fait tomber des maisons ce jeudi matin. C'est à la suite de la pluie tombée dans la capitale. Des dégâts importants ont été enregistrés sans aucune perte en vie humaine. La menace est encore visible sur les lieux. Reportage à suivre. Nous avons rendu visite à une centenaire petite fille du fondateur du village Ansoumania dans la commune urbaine de Kagbele. Il s'agit de Kankesila, âgée de 103 ans. Elle a successivement vécu depuis la période de la colonisation les régimes qui se sont succédés en Guinée. Vous la verrez dans ce journal. Et puis ce mercredi, 5 chefs d'État africains ont été reçus à la Maison-Blanche. Il était question de parler essentiellement de commerce et de sécurité, entre autres. Ainsi, Washington entend renforcer ses liens diplomatiques avec les États représentés. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale Conakry ont causé d'importants dégâts dans la commune de Sonfonia, plus précisément au quartier Mengesari. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, 2 bâtiments ont été emportés par les eaux ce jeudi 10 juillet 2025. D'autres habitations restent menacées et les habitants appellent à une intervention rapide des autorités. Abdallah Kamara et Khadija Kaba, reportage. Des pans de murs écroulés et des arbres déracinés. Ici, à Sonfonia, Mengesari, les pluies diluviennes ont tout ravagé sur leur passage. 2 maisons ont été en partie emportées par les eaux. Heureusement, leurs occupants avaient quitté les lieux tôt le matin pour vaquer à leur occupation. Cette pluie a causé d'énormes dégâts. Les caniveaux de T6, T7 en temps nord sont tous connectés à celui-ci, ce qui aggrave la situation. Si l'État ne nous vient pas en aide rapidement, les dommages risquent d'être encore plus importants cette année dans notre quartier. Alerté par les riverains, un représentant du conseil de quartier s'est rapidement rendu sur place. Il assure avoir demandé aux habitants d'évacuer les lieux par mesure de sécurité en attendant qu'une solution durable soit trouvée. Nous sommes venus ici à plusieurs reprises pour alerter les habitants de cette zone. Ce matin, nous avons appris qu'une maison a été emportée par les eaux. Heureusement, sans pertes humaines, j'invite donc les habitants à rester vigilants face à ces intempéries, car les eaux de ruissellement de plusieurs quartiers sont branchées ici, ce qui augmente les risques. Consciente des efforts fournis par les autorités locales, Augustine Touré, dont la maison est également menacée par les inondations, lance un appel aux plus hautes instances du pays. Ma maison a été touchée et ce matin, celle de mon voisin l'a été aussi. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de nous venir en aide. La dernière fois, le président de la jeunesse est venu sur le terrain pour dégager certains obstacles, mais il ne peut pas tout faire seul. Ici, à chaque pluie, c'est l'angoisse. Les habitants de cette zone vivent la peur au ventre. Ils appellent à des mesures urgentes pour éviter que le pire ne se produise. Parlant justement de ces inondations, l'acteur politique Hamidou Bari indexe les constructions anarchiques et le manque de politique réelle d'urbanisation. Pour lui, l'État doit prendre ses responsabilités pour empêcher les citoyens de construire dans les zones à risque. Il est au micro d'Ansou Baïlo Baldé. Le phénomène d'inondation aujourd'hui est récurrent dans notre pays. Tout récemment, à Debré-Kassimbaya, il y a eu près d'une cinquantaine de domiciles qui ont été endommagés par les eaux venant de la montagne. Et je pense que la question se trouve à 2 niveaux. Il y a
la construction anarchique des populations qui viennent s'abriter partout où ils veulent, sans que l'État ne puisse imposer, c'est-à-dire la limite d'habitation à un moment donné. En Guinée, vous voyez que des gens viennent habiter au pied de la montagne ou dans les bas-fonds. Étant donné que nous sommes dans un pays où il pleut abondamment, et c'est s'exposer à des risques d'intempéries de saison encore une fois. C'est pour cela qu'à un moment donné, j'inviterai l'État à être un État qui prévient qu'au lieu d'être un État en sapeur-pompier. À un moment donné, au lieu de venir secourir les sinistrés, il faut les empêcher d'aller vers les endroits où ils sont censés s'exposer à des intempéries telles que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. À côté de ça, nous sommes dans un pays où l'urbanisation, il n'y a pas une politique d'urbanisation, est efficiente pourvu qu'on puisse avoir un lotissement de manière harmonisée. Et j'inviterai, malgré les efforts que le président a eu à faire depuis son arrivée, et je l'inviterai encore une fois à mettre un accent particulier dans ces domaines pourvu qu'on puisse avoir une politique d'urbanisation harmonisée par commune, par préfecture et par région. À chaque saison des pluies, les fabricants de briques doivent composer avec la nature. Ce métier, pourtant essentiel à la construction, est gravement perturbé pour ceux qui l'exercent de façon artisanale. Dans la banlieue de Conakry, nos équipes sont allées à la rencontre de ces travailleurs de l'ombre souvent oubliés. Bangali Kamara et Mohamed Lamine Dafé. Entre deux averses, Seydou Koumbassa et son équipe s'activent pour mouler quelques briques, profitant de ce moment pour réaliser quelques travaux. Pour lui, cette période hivernale représente un véritable défi à cause de la forte densité pluviométrie qui impacte négativement leur rendement économique. Au moment où il pleut, nous sommes obligés parfois de rester jusqu'à 1 ou 2 semaines sans travailler. Comme vous avez constaté, nos activités sont au ralenti et cela fait plus d'une semaine que je n'ai pas fini d'exécuter cette commande. Parce que la manière dont nous voulons travailler, nous ne pouvons pas le faire à cause de la pluie. Actuellement, nous souffrons beaucoup. Moins de production, mais plus de demandes. Un paradoxe qui ne profite à personne. Pour satisfaire la clientèle, Seydou est parfois obligé d'utiliser les bâches pour protéger les briques déjà moulées, mais non séchées. Lorsqu'il menace de pleuvoir, nous sommes obligés de trouver des bâches pour couvrir les briques. Et parfois, nous enregistrons quelques pertes. Le métier de briquetier ne connaît pas de saison, mais chaque année, l'hivernage vient rappeler la fragilité d'un secteur artisanal, parfois négligé. Éducation à présent, la proposition de suppression du certificat d'études élémentaires évoquée par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation fait l'objet de débats en dîner. Pendant que certains acteurs rejettent complètement cette proposition, d'autres sont d'avis. C'est le cas de Moustapha Souma, syndicat de l'éducation. Germaine Mansaré et Mohamed Lamine Dafé l'ont rencontré. Suivez. Favorable à l'idée de la suppression du certificat d'études élémentaires, CEE, dans le système éducatif guinéen, Moustapha Souma évoque d'abord des raisons économiques avant d'exposer la nullité des diplômes obtenus à l'issue de cet examen. Je pense que supprimer cela ne remet en cause rien, c'est-à-dire l'enseignement antérieur, dans la mesure où, en le faisant, la première année va toujours exister jusqu'au niveau de la 6e année. Mais lorsque vous prenez le cas guinéen par rapport aux autres cas, la 6e année, c'est l'examen à partir duquel l'État, c'est-à-dire les dépenses sont beaucoup plus énormes au niveau de la tenue des examens. Parce qu'il n'y a aucune préfecture qui ne présente pas au moins 2, 3, 4, jusqu'à 5 000 candidats au niveau du déroulement des examens. Et le diplôme obtenu à ce niveau ne sert pas à grand chose. Donc supprimer cela va demander à l'État de faire certaines réformes pour pouvoir renforcer le système d'enseignement fondamental à la base. Pour que cette suppression ait un impact positif, il appelle toutefois à repenser les programmes et à mettre en place des mesures d'accompagnement adaptées. Mais il faut annexer à la suppression de cet examen certaines conditions. Par exemple, imposer obligatoirement l'enseignement préscolaire à tous les niveaux de l'intérieur du pays jusque-là, pour permettre aux apprenants de pouvoir identifier, afin que
à partir de la première année, que les apprenants soient à mesure de pouvoir lire et écrire. Parce que nous sommes dans un système où on aime apprendre les gens par cœur. C'est-à-dire l'apprenant peut réciter l'alphabet français de A jusqu'à Z et qu'il ne soit pas à mesure d'identifier qu'est-ce qui est A, qu'est-ce qui est B. Moustapha Souma appelle aussi à la compréhension des parents d'élèves. Je pense que les parents doivent écouter le département et tous ceux qui soutiendront ce projet. Et la joie des parents par rapport aux examens peut se comprendre, parce que quand un enfant fait un examen ou qu'il participe à une compétition parmi tant d'autres et qu'il est admis, cela est une fierté pour les parents. Mais est-ce que les parents eux-mêmes sont contents du niveau que leurs enfants ont? Parce qu'il y a des parents quand même qui savent que leurs enfants ne peuvent pas communiquer et qui n'ont pas le niveau de ceux des autres pays de la 6e année et de la 7e année par rapport à nos candidats. L'autre raison évoquée par Moustapha Souma est le faible niveau des encadrants dans les classes de 6e. Poursuivons ce journal dans un tableau récapitulatif. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a rendu public les statistiques du taux d'admission du certificat d'études élémentaires CE 2025, en total de 58,65% enregistrés, dont 58,42% de filles pour l'enseignement général, à 58,88% au niveau du franco-arabe, en total de 56,14%. Le nombre de candidats présentés pour cet examen s'élève à 313 283, dont 146 906 filles sur toute l'étendue du territoire national. Il faut noter que les résultats pour situer les candidats sont déjà disponibles. Et puis, elle a vécu la période de la colonisation, le régime de la révolution, celui de la démocratie, et continue encore à profiter du temps qui lui reste de la vie. Kankesila, âgée de 103 ans, est une petite fille du fondateur du village Ansoumania, une localité située dans la commune urbaine de Kagbele. La centenaire a reçu notre reporter Mamadou Tanouba, à qui elle a confié certains de ses souvenirs. Suivez. Entourée de sa fille unique, de ses petits-enfants et même de ses arrière-petits-enfants, Kankesila est une vieille personne de la 5e génération. Selon sa famille, elle vit ses 103 ans cette année. Le fondateur d'Ansoumania, dans la commune de Kagbeleng, est son grand-père. Elle connaît par cœur l'histoire de cette localité bien avant l'accession de la Guinée à l'indépendance en 1958. Anchuman bari na anchuman fanaka alere a bari boringa de doka aboya tomina. C'est Alseni qui est le père d'Ansoumani, dont Ansoumania porte le nom. Ce dernier est le père de ma mère. Moi, mon père est un ancien combattant qui a fait la Seconde Guerre mondiale. Je suis né et grandi ici à Ansoumania. Quand je grandissais, il n'y avait pas de la tomate concentrée. En ce temps, on préparait le riz dans les canaries puis nous servait de marmite. Kankesila a pleinement vécu le régime de la révolution. En dépit de ses engagements, elle garde un mauvais souvenir. Son séjour au Kamboaro, où elle a passé près de 2 ans de détention. De son accusation d'avoir dit à bas la police économique, à son arrestation à Kindia, puis la torture qu'elle a subie, elle se souvient de tout. J'ai été arrêtée à Kindia avec plusieurs autres de mes camarades filles, puis conduit au Kamboaro. On nous accusait d'avoir désavoué la police économique en disant à bas celle-ci. J'ai passé 18 mois en prison pour ça. Sa fille, Anatou Kamara, demande une aide des autorités pour le traitement de Kanké, la centenaire, souvent malade à cause de son âge avancé. Il arrive qu'elle perde la mémoire parfois. Et là, elle va parler du coq à l'âne.
C'est les médicaments qui calment cet état de fait. Nous sollicitons l'aide du gouvernement car ce n'est pas facile de prendre en charge une personne de son âge. Lorsqu'elle n'est pas prise par des troubles de mémoire, Kankesila transmet avec affection son vécu et sa connaissance de la Guinée aux différentes générations de sa famille. Et puis, les rebelles Houthis multiplient les attaques contre des navires à mer Rouge et les tirs entre le Yémen et Israël se multiplient, inquiétant la communauté internationale entre piraterie et bombardement. 20 minutes vous résume la situation. Commentaire à Mamadou Tanba. 10 personnes ont été secourues après l'attaque meurtrière d'un navire par les Houthis à mer Rouge. 3 autres personnes ont perdu la vie et 12 sont portées disparues selon la mission européenne ASPID. C'est l'une des attaques les plus meurtrières menées par les Houthis contre la marine marchande. Elle marque une escale dans une zone maritime essentielle pour le commerce mondial. Cette attaque menace une trêve conclue à mai avec les États-Unis. Une trêve censée préserver la liberté de navigation. C'est après plusieurs mois d'accalmie que les Houthis ont attaqué le navire Magic 6 dimanche, dont l'équipage a été évacué par la marine émirati, puis l'Eternity Sea lundi et mardi coulant. Les 2 bâtiments, 3 membres d'équipage philippins et un membre grec de l'équipe de sécurité à bord du Eternity Sea ont été récupérés à mer dans la nuit, portant le nombre total de personnes secourues à 10, a indiqué jeudi la mission navale de l'Union européenne sur X. 25 personnes se trouvaient à bord de ce vraquier battant pavillon libérien. Mardi, ASPID avait déclaré à l'AFP que 3 personnes avaient été tuées et au moins 2 blessés, parmi lesquels un électricien russe qui a perdu une jambe lors de l'attaque menée par les rebelles yéménites. Et pour finir, Washington renforce ses liens avec le continent. Ce mercredi, une rencontre diplomatique d'envergure s'est tenue à la Maison-Blanche autour du président américain Donald Trump. 5 chefs d'État africains y ont participé. Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Oumarou Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, Brice Oligui Nguema du Gabon, Joseph Boaké du Libéria et Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie. Officiellement, il était question de commerce, d'investissement et de sécurité. Guy Babary pour en savoir davantage. Réunis autour de Donald Trump, les présidents du Sénégal, du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Libéria et de la Mauritanie. Officiellement, les discussions ont porté sur les investissements, la sécurité et les ressources minières. Si aucun accord n'a été conclu à ce stade, Donald Trump a de nouveau fait part à ses invités de son changement radical de doctrine, les investissements privés plutôt que l'aide internationale. Cette rencontre de ce mercredi intervient ainsi quelques jours après le démantèlement officiel de l'USAID, l'Agence de développement international, dont bénéficiaient de nombreux pays d'Afrique et au moment où l'administration Trump a décidé de fortement réduire sa contribution à l'aide internationale. Selon le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, l'aide humanitaire américaine représentait 2,5% du PIB du Libéria et 48% de son budget santé. À la place, Donald Trump désire mettre en place des partenariats portant sur les ressources souterraines, un moyen aussi de concurrencer son grand rival sur le continent africain, la Chine. Pour ce mini-sommet destiné notamment pour les États-Unis à contrer l'influence grandissante sur le continent de la Chine et de la Russie. En parallèle de ces discussions commerciales, rapporte le Wall Street Journal, Washington a tenté de convaincre les 5 chefs d'État d'accueillir chez eux des personnes faisant l'objet d'un ordre d'expulsion des États-Unis, mais que leurs pays d'origine ont refusé de reprendre. Le Soudan du Sud a déjà accepté une telle demande et a accueilli début juillet 8 migrants irréguliers renvoyés par Washington. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.